Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla où je vais vous parler de ma grossesse, de mon accouchement et de mes premiers mois en tant que maman. Alors, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que j'ai pas eu une grossesse compliquée, je pense que j'ai plutôt une grossesse assez facile. Du coup, je me disais, ce récit ne va intéresser personne. Et j'ai vécu un accouchement derrière, je vais dire pas compliqué non plus, mais avec des petites choses. Et puis finalement, en fait, après la maternité et la vie de maman après, je me suis dit, mon Dieu, mais au secours! On se pose 10 000 questions et c'est là où j'ai commencé aussi à regarder pas mal de vidéos. J'avais commencé à regarder avant pour savoir l'accouchement parce que quand c'est une première grossesse, mais en fait tout est nouveau. Tout est nouveau. Non pas que pour une deuxième grossesse, on se dit de toute façon c'est bon, j'ai déjà accouché une fois, je sais comment ça se passe, tout peut être différent, mais il n'y a plus cette peur de l'inconnu. Et forcément aussi, quand on n'a jamais eu d'enfant avant, qu'on n'a jamais accouché, que tout ça, il y a des questions qu'on ne se pose pas parce qu'on ne connaît pas. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos après coup sur les accouchements, sur plein de choses, donc je me dis voilà, pourquoi pas faire cette vidéo. Je parle juste de moi, je vais être très égoïste, pour en parler et voir s'il y a des gens qui ont vécu la même chose ou peut-être des personnes qui appréhendent ou quoi, voilà, pour vous montrer en tout cas ma partie de l'histoire. Pour m'accompagner, j'ai ce petit livre. En fait, ce petit livre, au moment où je tourne la vidéo, ça fait 1 an que j'ai commencé à l'écrire grosso modo. C'est le livre pour ma fille en fait, où j'ai commencé à rédiger le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Il faut savoir que la vidéo où je tourne faire un mannequin pas cher ou un mannequin à 1 euro, là où on a mis avec beaucoup de scotch et tout ça, j'ai appris le lendemain que j'étais enceinte. Donc en fait, sans le savoir, on a moulé mon corps de début de grossesse quoi avec Zoé. Donc voilà, donc il faut savoir que moi j'avais envie d'avoir des enfants depuis très longtemps, c'est quelque chose qui me travaillait, je travaillais en crèche, donc en plus ça, voilà, j'avais mes copines qui commençaient à avoir des bébés de tous les côtés, enfin voilà. Du coup, c'est quelque chose moi qui me travaillait, mais je ne voulais pas forcer le futur papa en me disant, je veux pas qu'il soit dégoûté d'avoir un enfant et qu'il l'ait fait pour moi ou quoi, non, je veux qu'on soit d'accord tous les deux. Donc j'ai attendu qu'ils finissent par me... accepté. Et en fait, je suis tombée enceinte au premier essai. Sauf que je n'y croyais vraiment pas. J'ai dans mon entourage des gens qui ont mis très longtemps à tomber enceinte, qui ont dû faire des parcours, etc. Donc dans ma tête, je m'étais dit de toute façon, je commence maintenant, mais si ça se trouve, dans 6 mois, j'y suis encore. Bah non. Et j'y arrivais tellement pas à y croire que plutôt que d'aller à la pharmacie en face de chez moi pour acheter un test de grossesse, j'ai préféré le commander sur Amazon pour qu'il y ait un délai de livraison, pour faire durer le suspense un peu plus longtemps encore. Vraiment, j'étais dans le déni, c'était pas possible. Et j'étais persuadée que au moment où j'allais faire ce test de grossesse, mes règles allaient se déclencher et que j'allais être très déçue. Donc en fait, j'ai attendu d'avoir un retard mais de 10 jours quoi, voilà. Je finis par faire mon test de grossesse qui est devenu positif d'un coup. Donc je me suis dit bon ok, je crois qu'il n'y a pas de doute. Donc après j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme. J'ai pas de gynécologue, moi je suis suivie par une sage-femme qui est juste adorable. En arrivant en disant bah coucou, qu'est-ce qu'on fait? Entre temps j'ai quand même fait une prise de sang voilà, pour confirmer que j'étais bien enceinte. Ça vous avez pas besoin d'ordonnance, vous pouvez aller la faire, vous expliquer pourquoi vous venez faire la prise de sang, ils vous disent ok très bien, bah on l'a fait et voilà. Donc les résultats montraient bien que j'étais enceinte et donc je suis allée voir cette gynécologue pour faire l'écho de datation. Ce que je m'attendais pas, c'est que, bon, une écho, je savais où ça se situait, mais je ne m'attendais pas à ce que d'un coup, elle allume le son et que j'entende poupoum, 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 et qu'elle me dise, bah là c'est le cœur. J'étais pas prête du tout, j'étais pas du tout là-dedans. J'avoue que ça m'a mis un coup quand même. J'étais super contente, mais d'un coup, le concret est devenu concret très brutalement quand même. Donc super contente, voilà, écho de datation, elle le date à plus ou moins cette date, d'accord. Puis après, elle me dit, bon bah, faut attendre les 3 mois quand même pour être sûr que le bébé s'accroche. Et puis on se revoit après pour l'écho des 3 mois, etc. Puis on commencera le parcours comme ça. Donc je fais les premiers temps à la crèche. Alors j'ai toujours eu un petit peu de ventre, donc c'était pas très compliqué. Je me suis toujours habillée avec des vêtements larges, donc j'ai rien changé là-dessus. C'est juste qu'il commençait à faire un peu chaud. Heureusement, là-bas, on est obligé de porter la blouse, enfin on était obligé de porter la blouse, oui et non, mais on recommençait à nous dire, bah en fait la blouse il faut la porter, donc moi ça m'arrangeait bien, donc je la fermais bien et tout ça. J'ai eu de la chance, je n'avais aucune nausée. J'en ai eu au début, mais je pense que c'était plus du stress, c'est-à-dire que j'avais l'estomac noué, que j'avais envie de vomir, mais parce que je pense que j'étais stressée que ça se découvre, stressée de perdre le bébé, stressée de tout ça, et donc j'avais l'estomac noué, donc envie de vomir, mais pas de nausée en tant que telle. Le seul truc, je me suis mise à manger beaucoup de fruits, ce que je ne faisais pas avant. Le premier trimestre, c'est très très bien passé, franchement. Le seul souci, c'était que je l'avais pas dit à mes parents, et que des fois on était invités pour fêter la fête des mères, etc., et donc avec de l'alcool. Et j'ai toujours eu tendance à boire un
tout petit peu. Donc bah je disais oui, juste un tout petit peu. Oh là, j'ai chaud, j'ai déjà mal à la tête. Non, j'ai trouvé des excuses comme ça pour que ça passe. Et j'ai fait la prise de sang pour la toxo, j'étais immunisée. Donc par contre au niveau nourriture, j'étais beaucoup plus libre et ça j'avoue que c'était un super point. Donc voilà, pour la grossesse, j'ai pas trop de détails à vous dire en plus parce que bah je vous dis, j'ai pas eu de nausée. J'étais immunisée contre la toxoplasmose, donc je pouvais manger grosso modo ce que je voulais. Bon, la chaleur évidemment, bon tout le monde en a souffert, mais c'était au début de ma grossesse, donc vraiment je l'ai pas mal vécu. Mon ventre est pas sorti tout de suite, donc en plus c'était relativement facile de le cacher et en plus avec cette blouse. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre du tout. Les échos après, bah, le bébé allait très bien, pas de problème. J'ai fait le test du diabète. Alors ça, le test du diabète, on m'avait prévenu que c'était dégueulasse. Ça l'est, mais pas autant que ce que je croyais. On me laissait choisir 3 goûts. Vous avez goût coca, menthe ou citron. Je n'aime pas le coca, je déteste la menthe. Bon, citron, du coup. On doit rester, je crois, c'est toutes les 2 heures, on vous fait une prise de sang. On vous fait une prise de sang, vous buvez ce truc dégueulasse, on vous fait une prise de sang 2 heures après et encore 2 heures après. Donc vous passez 4 heures au labo. Donc moi je m'étais ramené un livre. Puis j'avais sympathisé avec la dame qui s'occupait de me faire les prises de sang. Donc voilà, et j'ai pas eu de diabète gestationnel. Le seul truc que j'ai eu surtout... je vais dire 2e trimestre jusqu'à la fin, c'est les remontées acides. Ça, je pense que c'est lié au stress et j'en ai encore, donc c'est voilà, c'est le seul désagrément que j'ai eu. Donc j'étais au Gaviscon là, un truc dégueulasse, mais les douleurs étaient telles que je préférais quand même prendre ce truc dégueulasse. Et finalement, on m'a mis sous un traitement après, donc j'ai plus ce souci. Et à la fin de la grossesse, j'ai eu, je devais mettre une ceinture parce qu'en fait, j'avais les muscles du bassin qui se détendaient et je n'arrivais plus à marcher tellement la douleur était insupportable. Si je restais trop longtemps assise, si je restais trop longtemps dans une mauvaise position ou juste si je voulais marcher, mais je pleurais de douleur. Donc j'ai fini par acheter une ceinture en fait qui maintenait mon bassin en fait et qui évitait que j'ai trop mal. Mais j'en pleurais, c'était vraiment la douleur mais horrible. Mais c'est arrivé dans les 2-3 derniers mois, vraiment. Enfin j'ai eu une grossesse relativement facile. Voilà, là-dessus j'ai pas trop grand chose à vous dire. En plus ma sage-femme du coup était échographiste, donc ça veut dire que je faisais toutes mes échos officiels avec elle. Donc c'était beaucoup plus agréable que d'aller à l'hôpital par exemple. Après à l'hôpital en fait j'ai été dans là où je dépendais, la maternité dont je dépendais et où travaille le papa. Donc c'était ça aussi qui nous rassurait. Je me disais à tout moment s'il se passe quelque chose, et lui il est pas loin, je peux m'y rendre d'une manière ou d'une autre et lui il est pas loin. Donc c'était ça qui était rassurant aussi. Et comme j'avais pas de pathologie, j'avais pas besoin d'aller dans un hôpital spécifique, je pouvais aller dans celui dont je dépendais en fonction de là où j'habitais. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait ma sage-femme m'a dit bon à partir de maintenant il va falloir commencer les cours de préparation à la naissance. Moi je ne les fais pas. Mais je vous donne le nom de quelqu'un qui le fait à côté de chez vous, avec qui j'ai beaucoup travaillé et tout, donc j'ai même pas eu à chercher, on m'a tout dit. Donc je suis allée voir cette personne, adorable aussi, enfin franchement je suis tombée que avec des gens adorables pour le suivi de ma grossesse, donc ça aide énormément d'être bien entourée aussi. Cette personne-là, en fait, quand je l'ai rencontrée, m'a dit mais ça, vous savez que je fais aussi moi le suivi en tant que sage-femme à l'hôpital dont vous dépendez. Est-ce que vous voulez que je reprenne votre dossier? Je me suis dit bah oui, tant qu'à faire, parce que j'ai déjà une sage-femme qui me fait les échos, une autre pour les cours de prépa à la naissance, et j'en aurais eu une autre à l'hôpital. Je dis bah autant que ce soit la même et au moins c'est plus rassurant, on se connaît, etc. Donc c'est elle qui a fait mon suivi aussi à l'hôpital. Vraiment c'était génial. Donc voilà, donc on a commencé les cours de préparation à la naissance et comme j'ai une copine qui devait accoucher pas longtemps après moi, on a fait les cours de préparation à la naissance ensemble, donc en plus c'était hyper sympa, on s'est fait d'autres amis, enfin voilà, c'était vraiment bien. Donc ça vraiment ces cours faites-les parce qu'on vous prépare à tout. On vous explique le périnée, ce que c'est, à quoi ça sert, du coup vous avez des massages à faire avant, on vous explique comment faire les massages pour préparer votre corps, l'accouchement comment ça va se passer, comment on apprend à pousser, l'allaitement, vous avez tout ce package là de choses où on vous explique. C'est très théorique. Si vous avez des questions, vous les posez. Maintenant, le problème, c'est que des fois, il y a des questions le moment venu, on a des questions, mais sur le moment, on ne sait pas, donc on n'imagine pas, donc on ne sait pas. Donc voilà. Donc, mais par contre, ces cours qui existent, c'est vraiment une très bonne chose. C'est pris en compte par la Sécu. Enfin voilà. Cours de relaxation aussi. Voilà. Donc, et les papas peuvent venir justement pour poser eux aussi les questions qu'ils pourraient avoir et pour participer, pour savoir aussi le jour J où il va falloir pousser. Eux, ils peuvent nous encourager aussi. Il y avait des techniques où ils peuvent nous aider, enfin voilà, donc vraiment c'était très très bien. J'ai fait tous mes rendez-vous, voilà. J'ai été arrêtée quand même assez tôt, 15 jours avant le congé pato, parce qu'à la crèche je commençais à avoir des contractions. Alors des contractions pas douloureuses, c'est-à-dire que j'avais le ventre qui se durcissait, j'avais un peu du mal à marcher, fallait pas trop que je bouge à ce moment-là, mais moi je m'inquiétais pas, j'avais pas mal donc je m'inquiétais pas, mais j'avais le ventre très 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 dur et ma sage-femme m'a dit ça c'est des contractions donc c'est bon en fait arrêtez de forcer, sachant qu'on m'avait quand même facilité les choses, j'étais chez les bébés en début d'année donc il y avait pas beaucoup, s'il fallait que je porte c'était pas des grands poids, mes collègues elles m'ont beaucoup aidé aussi, elles m'ont facilité les choses, enfin vraiment
j'étais dans un petit cocon, vraiment. J'avais mon heure de grossesse, je pouvais partir plus tôt, enfin vraiment j'étais dans un petit cocon et à un moment donné quand le corps parle, le corps parle. Donc quand elle m'a dit bah là je vous arrête, je me suis dit oh non mince mais je dis au revoir à personne. C'était un peu brutal, j'étais pas prête, je savais qu'il fallait que je tienne encore un mois. Bon je me doutais que j'aurais sûrement pris le congé pato, mais je m'attendais pas à être arrêtée encore 10 jours, enfin 15 jours avant. Donc bah si, et donc je me suis dit bon bah voilà, bah, je vais me reposer et en fait je continue à avoir des contractions à la maison, donc il fallait se reposer, c'était pas faire de la couture par exemple. Et vraiment, là mon corps a vraiment parlé, c'est-à-dire que je me suis dit ok bah je reste à la maison, je vais être tranquille. Non non, c'était vraiment repose-toi. Et je vous dis après j'ai eu les douleurs ligamentaires, donc en plus de tous les cas mes mouvements étaient comptés, même pour aller aux toilettes. J'attendais d'être vraiment ne plus en pouvoir pour aller aux toilettes parce que bah fallait marcher et que c'était juste horrible. La nuit c'était pareil, enfin bon voilà, donc ça c'était les petits désagréments que j'ai eu. Et j'ai eu un petit épisode aussi, bah après une fois que j'étais à la maison je ne sentais plus bouger mon bébé, en tout cas pas beaucoup, donc j'ai un peu paniqué. Mais avant de paniquer, on vous dit pour faire bouger le bébé vous vous allongez du côté gauche, ça devrait le faire bouger, vous mangez quelque chose de sucré, vous lui parlez, voilà. Donc c'était un jour où je suis allée faire, bah j'avais moi juste les analyses d'urine à faire chaque mois parce que pour la pré-éclampsie, pour s'assurer qu'il n'y en a pas. Parce que comme j'étais immunisée contre la toxo, j'avais pas besoin de faire la prise de sang. C'était un jour où j'étais allée faire mon analyse d'urine et sur le trajet j'avais l'impression de la sentir mais j'étais pas sûre, ça faisait pas comme d'habitude. Donc je me suis dit bon je la sens pas, et donc c'était un jour où je m'étais levée tôt. Bon je rentre à la maison, je lui parle, je la sens toujours pas bouger. Je me souviens pas la veille au soir, est-ce qu'elle a bougé comme d'habitude parce qu'elle bougeait beaucoup le soir. Je me souvenais pas. Dans la nuit j'ai été aux toilettes, je me souvenais pas l'avoir senti bouger. D'habitude quand je me recouche elle bouge, je la sentais pas. J'arrivais plus à me souvenir en fait. Et en fin de matinée j'ai quand même fini par appeler mon père en me disant écoute emmène-moi aux urgences parce que voilà, vaut mieux être rassurée. Donc il m'a dit est-ce que je t'emmène aux urgences de là où tu dépends ou au plus près, sachant que j'ai une clinique privée au plus près. Je lui ai dit on va au plus près. Franchement j'étais trop dans la panique et j'ai dit on va au plus près. Ce qu'il ne faut pas faire, si vous n'êtes pas en urgence vitale, n'allez pas au plus près, allez là où vous êtes suivi. Avec le recul, ça me paraît logique. Dans la panique, sachant que je vous ai dit ça faisait un moment que j'attendais, c'était depuis le matin, j'avais mangé des tartines, j'avais fait tout ce qu'il fallait et je la sentais pas bouger. J'étais un peu dans un moment de panique, il fallait que je me sois rassurée au plus vite. Donc on a été au plus près et là-bas j'ai été reçue, mais voilà, on m'a gentiment dit pourquoi vous êtes là alors que votre dossier c'est un dossier d'un autre hôpital. J'ai dit bah je suis venue au plus près. On m'a dit bah non vous étiez pas, c'est pas une urgence vitale, vous étiez pas à ça près. J'ai dit je ne sens plus mon bébé bouger. À tout moment en fait c'était une urgence vitale, mon bébé était mort en fait, enfin ou était en train de mourir ou j'en sais rien quoi. Bah non c'était pas une urgence vitale apparemment. Et elle m'a dit bah tenez bah je vais être obligée de vous prendre en charge mais je vais être obligée de créer un dossier. Enfin franchement ça l'embêtait parce qu'il fallait qu'elle crée un dossier quoi. Elle était pas débordée, hein. On était deux aux urgences à attendre. Hein. C'était tout. Donc je me suis dit mais sérieusement? Donc je me suis effondrée, mais de nerfs en fait, juste j'ai envie de prendre mes clics et mes claques et d'aller dans l'autre hôpital, sauf que je me suis dit maintenant que je suis là, donc elle me dit bah allez aux toilettes là et puis faites pipi dans votre pot, donc j'y vais, je vois des pots dans les toilettes ouverts de partout, de pipi de personnes d'avant, donc je me dis ok, donc moi je prends le mien et genre je le pose dans un tout petit coin de la table, voilà, elle arrive, elle dit oh mais fallait pas le poser là, fallait le laisser dans les toilettes, je dis parmi tous les autres pots vous auriez su, il y avait pas mon nom dessus, comment tu savais que c'était le mien? Donc elle dit je dois désinfecter tout mon bureau. Je dis, ok bah d'accord. Finalement donc c'est là où je me suis mise à pleurer et donc parce que c'était un peu, je veux dire mais en fait parle-moi un peu mieux, je suis pas débile mais parle-moi, enfin explique-moi les choses quoi. Elle me dit bon bah on va ausculter ce bébé, donc elle touche et tout, elle me dit mais il bouge votre bébé. Et je dis je ne la sens pas bouger. Elle me dit évidemment quand on est stressé on sent plus rien. Oh, j'avais envie de l'éclater, franchement je suis désolée de ce terme, j'avais envie de la claquer, mais hein, flûte en fait, flûte, c'est mon premier bébé. Elle me dit mais mettez votre main là, vous la sentez? Je dis non je la sens pas. Elle me dit mais vous êtes trop stressée. Mais je viens parce que je la sens plus et je lui ai expliqué tout le schéma et tout. Et en fait elle m'a dit bon on va faire un petit monito, machin, donc on fait un monito, le monito se passe bien, on fait une écho, l'écho il m'explique que du coup le bébé a bien la tête en bas, que il me confirme le sexe du bébé, donc vous savez que c'est une petite fille, j'ai la gender reveal qui est sur ma chaîne. Voilà, donc il fait tout le suivi, il me dit tout va bien en fait, tout va bien, mais vous avez du mal à la sentir parce qu'en fait moi j'avais un placenta qui se trouvait devant. Normalement vous avez un placenta la majorité du temps postérieur, j'avais un placenta antérieur haut, donc sur le haut du ventre. Donc il m'expliquait comme elle a la tête en bas, quand elle donne des coups de pied, elle donne des coups de pied dans le placenta, donc ça amortit, donc je sens moins. Donc voilà, il suffisait juste de m'expliquer gentiment les choses. Et donc en fait, entre temps, comme je donnais pas de nouvelles, mon copain est venu, parce que j'avais pas pris mon téléphone pendant le monito, donc je pouvais plus me relever pour le récupérer. Donc il s'est inquiété de pas avoir de nouvelles, donc il est venu me rejoindre. Et donc la sage-femme lui a gentiment dit comment ça se fait que vous êtes aussi stressée, va falloir vous détendre, parce que là, en gros, comme j'ai pleuré, elle a considéré que j'étais très stressée, alors que juste j'étais énervée. Elle commence à me demander pourquoi je suis stressée, elle commence à dire au papa que c'était à lui de m'aider à me détendre, qu'il me faisait pas assez de câlins parce que c'est pour ça que j'étais stressée, que machin, donc il a fait culpabiliser le papa, elle m'a énervé moi. Oui, puis votre sage-femme elle aurait dû vous dire ça, votre sage-femme elle vous avait dit que vous deviez faire ça, machin. Voilà, une leçon de morale.
Je suis ressortie de là, je dis c'est bon, stop. Elle m'a quand même demandé de revenir le lendemain pour faire un monito, donc je suis revenue le lendemain. C'était pas la même dame, donc il n'y avait aucun dossier qui avait été créé pour moi. Ma prise de sang, ils avaient eu aucun résultat depuis la veille, aucun résultat de l'analyse d'urine non plus, donc en fait elle n'avait rien foutu la dame d'avant. Et quand j'ai ressorti mon dossier, on m'a redit mais pourquoi vous avez un dossier d'un... J'ai dit écoutez, on m'a déjà fait la morale hier, on m'a demandé de revenir aujourd'hui, je suis revenue. À un moment en fait, enfin je sais pas, communiquer entre vous quoi. Bon, je fais le monito, et en fait le monito dure très longtemps, beaucoup plus longtemps que la veille, elle revient avec un médecin et en fait le cœur du bébé avait ralenti 2 fois. Donc ils ont dit c'est possible, enfin ça arrive, nous aussi des fois on a des anomalies dans la journée, donc ça peut ne pas être grave, mais peut-être que si, donc en gros on voudrait vous hospitaliser, pour que vous reveniez ce soir on vous refait un monito et on vous en refait un demain matin pour être sûr. Donc c'est là où j'ai ressorti mon dossier de l'autre hôpital où on m'a dit mais non mais vous étiez suivi par un autre hôpital, on peut pas vous hospitaliser, nan. Je vous rappelle que j'étais dans une clinique privée, donc en plus ils hospitalisent rapidement parce que... Voilà. Donc moi je leur ai expliqué, je leur ai dit écoutez votre collègue elle a rien foutu de la veille, on m'a demandé de revenir, je suis revenue, il se passe ça, voilà, enfin j'y suis pour rien, j'ai fait l'erreur de venir hier, maintenant ma prise en charge, j'ai suivi ma prise en charge. Elle m'a dit bah écoutez je vous fais une lettre de recommandation et vous allez là où vous êtes suivi et vous voyez bien ce qu'ils vont vous dire. Donc celle-là était beaucoup plus gentille, donc je l'ai remerciée 20 fois. Et donc mon copain venait de rentrer et je lui ai dit bah on repart. Voilà, et là le monito a duré très longtemps. Donc encore j'étais en panique, sachant que j'étais toute seule dans la salle, que lui devait attendre dans la salle d'attente. Et en fait il s'avère que je suis arrivée au moment de changement d'équipe. Donc le temps de se faire la passation, de venir voir tout le monde, on est venu me voir en me disant bah le monito a duré 1 heure mais en fait vous inquiétez pas, tout va bien. Juste comme il y a eu cette anomalie, on va attendre que le gynécologue soit là pour qu'il refasse une écho, pour qu'il vérifie, pour qu'on soit sûr, mais pour nous il n'y a pas de souci. Donc très bien, on a attendu, donc je crois qu'on a passé 4 heures là-bas, 4 heures. C'était long, on est ressorti, il devait être 23 h, un truc comme ça, on a foncé au McDo et voilà, pour la récompense. Tout allait bien, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut retenir, mais voilà, je garde une très mauvaise expérience de cette clinique et je ne suis pas la seule. Donc voilà, donc pour la grossesse, grosso modo, vraiment tout s'est très bien passé. Mes petits tracas, c'était rien comparé à ce que d'autres peuvent avoir. Franchement, j'ai eu une grossesse vraiment idyllique, j'ai pas eu trop de ventre. Je vous mettrai des photos de l'évolution de mon ventre. J'ai pas eu un ventre non plus, enfin il a commencé à sortir à 6 mois. Je pense quand j'ai été arrêtée en fait, là mon ventre est sorti. Mais après j'ai vraiment, moi, pris tous mes kilos dans le ventre. Ah oui c'est ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi tout le monde est obsédé par le poids qu'on prend? On vous dit il faut prendre, au début je crois que c'est 1 kg par mois et après 2 kg. Chacun est différent, il y a des gens qui sont très maigres et qui ont de toute façon du poids à prendre, donc ils vont prendre du poids mais finalement qui vont jamais être gros, d'autres qui vont en prendre moins, d'autres qui vont en prendre beaucoup mais qui vont tout perdre, d'autres où c'est un bébé énorme qui prend tout, d'autres où c'est elle qui... Tous les cas sont différents, on vous pèse tout le temps. Et moi dans mon entourage, je n'en pouvais plus, les gens qui me posaient cette question, t'as pris combien? Mais en quoi ça vous regarde? Je peux avoir pris 20 kilos et que mon bébé soit en parfaite santé, je peux avoir pris 5 kilos que mon bébé soit en parfaite santé aussi, ou l'inverse. Ça ne définit en rien le bien-être de mon bébé, le poids que moi, enfin si ça peut, mais je veux dire c'est pas ça qui fait que mon bébé sera gros à la naissance ou pas en fait. C'est moi qui le prends le poids. Plutôt c'est comment tu te sens, comment va le bébé, ce genre de questions. Combien t'as pris? Mais ça ne vous regarde pas. J'ai pris le poids que j'ai pris. Je perdrai le poids que je perdrai. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la vidéo, mais c'est un truc ça je supporte pas. Bref. On continue. Donc voilà, on arrive au moment de l'accouchement. Je vous avoue que le dernier mois, j'en avais marre, j'en pouvais plus, je pouvais plus bouger, j'arrivais plus à bien dormir parce que j'avais ce ventre qui me dérangeait, j'étais fatiguée, enfin voilà. J'avais ma date butoir, je voulais attendre jusqu'à une certaine date. J'ai patienté, et à la fin j'en avais marre. Je passais mes journées sur mon ballon, j'allais marcher, je voulais provoquer. Là j'avais plus de contraction à ce moment-là, hein. Rien n'y a fait. C'est ma copine qui m'a dit un matin, écoute, je peux te dire ce que ça fait de rompre la poche des os, c'est vraiment comme si tu te faisais pipi dessus. Là, je pars à l'hôpital. Elle n'avait pas trouvé le prénom encore. Je me suis dit, mais pourquoi toi, tu peux aller à l'hôpital et que moi, je suis là, depuis le début, je fais des trucs pour qu'elle sorte et elle sort pas. Toi, t'as même pas le prénom. Je crois que son sac de mater, elle l'avait fini presque la veille ou un truc comme ça, ou sur le moment, elle l'a fini, je sais plus. Je disais, mais pourquoi c'est toi qui accouches avant, alors que moi... je n'en peux plus. Et moi le soir, j'étais au bout de ma vie, j'étais en larmes parce que je me disais je n'en peux plus, je veux accoucher. J'ai parlé à ma fille en prenant ma douche, je lui ai dit écoute si tu as envie de sortir, moi j'ai très envie de te rencontrer. Il y a ta copine qui va s'apprêter à sortir aussi et moi je te cache pas que je suis fatiguée et que là je préférais t'avoir dans mes bras que dans mon ventre. Donc je lui ai parlé, je suis allée me coucher et dans la nuit à 4h30, j'ai été réveillée par des douleurs de règles. Je vérifie mon téléphone, ma copine n'a toujours pas accouché parce que c'était ça aussi l'événement important. Bon, douleurs de règles, ok, bon j'essaie de me rendormir. Ça me réveille. Bon, ça me fait ça 3-4 fois. Je me dis, bon, vas-y, je me lève. Je prends le mélange Doliprane Spasfon pour voir si c'est des vraies ou des fausses contractions. Je retourne me coucher. Ça n'agit pas. Clairement, ça n'agit pas. Et je me rends compte que c'est quand même très rapproché.
Donc je regarde l'heure, je dis ok là j'ai mal, j'attends. 6 minutes après, j'ai mal. Ok, bon, 7 minutes après, ah j'ai mal encore. Je me dis bon, j'attends et en fait je me rends compte que je suis quasiment régulière en moyenne 7 minutes d'écart. Là il devait être 5h30, 6h du matin. Je me dis bon vas-y je me lève, je vais dans le salon et j'avais une application où je pouvais commencer à enregistrer les contractions pour voir est-ce que vraiment c'était régulier, combien de temps ça durait, etc. Donc je commence à faire ça et je commence à avoir très mal quand même. J'attends que mon compas se réveille et on nous avait dit que avant d'aller à l'hôpital, il fallait qu'on attende 2 heures de contractions régulières. Donc on nous avait dit vous allez douiller. C'est là où moi c'est la partie qui me faisait peur. Finalement, bon, j'arrive à gérer, je respire, je fais comme je peux. Les cours sont très abstraits là. Je fais ce que je peux pour la douleur. Et finalement, mon copain se réveille, donc je lui dis écoute, je crois que j'ai des contractions. Par contre, c'est pas encore assez rapproché ou régulier, ou elles durent pas assez longtemps. Je dis je pense que ça sert à rien d'aller à la mater là-bas, on va nous recaler. Donc, va bosser. Et comme lui, il fait des tournées, en fait, je lui ai dit à quel moment t'as possibilité de revenir et en combien de temps. Il me dit à 9h, à 10h, 10h30, je reviens sur l'hôpital, s'il faut que je vienne te chercher, je reviens. Je dis ok, bon je vais essayer de tenir jusque là, je te tiens au courant, mais bon pour l'instant je gère. Je m'occupe comme je peux, je douille, je fais des vocaux à Victoria où je m'arrête toutes les 3 minutes parce que j'ai mal, je finis par prendre un bain, voilà, et elle me renvoie un vocal en me disant va à la mater, là vraiment, je t'entends, va à la mater. Donc j'envoie un message à mon copain, je lui dis par contre là dès que tu peux tu reviens. Donc il revient, là vraiment c'était douloureux mais je gérais, franchement je gérais. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois avant d'arriver à la voiture qui était garée juste devant l'immeuble, heureusement. Les dos d'âne, une horreur quand on a les contractions. Et mon copain essayait de me parler pour me détendre, je disais quand j'ai une contraction je ne t'entends pas. Ça ne sert à rien de me parler, je suis tellement concentrée sur ma douleur, ça ne sert à rien, ne me parle pas. Donc ça il l'a bien respecté, puis arrivé là-bas on doit encore patienter, donc on arrive, on est... Elle nous dit ok bah patientez, faut aller refaire pipi dans un petit pot avec nos contractions. Il y a du monde autour de partout, il y avait des enfants, je me souviens j'avais envie de les insulter, qui criaient dans tous les sens, qui parlaient j'avais envie de leur dire j'ai mal là en fait, juste chut. Et il y a une dame qui est arrivée plus ou moins 2 minutes après moi dans le même état. On finit par nous recevoir, donc on nous fait, enfin pas prise de sang mais on nous voit la tension, vous avez mal depuis combien de temps, c'est régulier depuis combien de temps, sur une échelle de 0 à 10 combien vous avez mal. Donc moi je commence à dire 6. Elle me dit ah vous avez pas si mal que ça, vous pensez que ça va être pire après? Je dis bah en vrai, pour moi 10 c'est la douleur insupportable, je suis en train de mourir. N'hésitez pas à demander, ça c'est ce que j'avais vu dans des vidéos après coup, demandez pour eux 10 c'est combien. Si 10 ils vous disent là vous avez besoin de la péri, ok alors dans ces cas là j'étais pas à 6, j'étais peut-être 7, 8. Si pour moi mon 10 c'était je vais mourir, bah du coup le degré étant pas pareil, j'étais quand même qu'à 6. Voilà, je supportais. Donc après, on nous installe dans 2 box pour faire un monito et pour vérifier notre col. Donc là, on me dit, ok, le monito, c'est bien des vraies contractions, votre col est ouvert à 3, donc le travail a commencé, je vais chercher le papa. Donc il vient, et puis donc on commence à nous dire, bon bah là, voilà, ça va être le travail. Niveau péri, vous êtes comment? Je dis, moi je veux la péri. Moi c'était un truc, ne connaissant pas la douleur, je voulais pas partir dans un accouchement sans péri. Donc je leur ai dit, c'est quand vous voulez, là, vraiment... Aucun souci, j'ai des contractions depuis 4h du matin, il est 11h15. Hein. Donc elle me dit bah on va vous la poser parce qu'en fait le cœur du bébé a tendance à ralentir. Donc si jamais on doit partir dans une césarienne d'urgence, il faut que vous ayez déjà la péri qui soit posée. Moi je dis bah ok pas de souci, allez-y. Donc là elle me dit par contre je dois vous faire une perfusion pour être hydraté, sauf qu'on ne trouvait pas mes veines. Donc elle a essayé de me faire plusieurs fois sur le bras, ça n'a jamais pris, les veines elles pétaient. Elle a essayé sur un bras, sur l'autre, finalement elle me l'a mis sur le dessus de la main, elle a dit écoutez c'est là où c'est le moins pire et au pire si ça vous dérange, quand l'anesthésiste arrive vous lui demandez de vous la refaire. Donc non elle l'avait pas fait sur la main, elle l'avait fait là, donc je dis ok, donc elle a essayé plusieurs fois, ça marchait pas, elle a dit écoutez je vous en fais une provisoire et puis voilà, elle dit je vous branche pas la pompe pour l'instant. Puis finalement on finit par me la brancher et en fait moi la veine était bouchée donc en fait j'avais le bras qui gonflait, enfin bon... Ah. Et il s'avère qu'on nous amène dans une salle de naissance, alors moi j'étais mais idée au bout de ma vie, j'avais toujours pas la péri et mon copain me dit mais regarde, c'est le nom de notre fille sur la porte. De toutes les salles de naissance, on avait déjà choisi le prénom, on a accouché dans la salle qui porte le nom de notre fille. Quelle était la coïncidence pour qu'on accouche dans cette salle-là? Pendant ce temps-là, j'ai toujours pas de nouvelles de ma copine, donc je ne sais toujours pas si elle a accouché ou pas. Donc là, on se dit à tout moment, on accouche le même jour. Donc on finit par me poser la péri, par me remettre le cathéter et tout ça. Et puis on me dit, vous attendez, donc on me l'a posé à 13h45, on m'a dit à 14h15, si vous avez encore mal, vous pouvez commencer à appuyer pour injecter de la péri. Alors à savoir que vous pouvez appuyer autant que vous voulez, c'est qu'une dose qui sort. Ça se réactive tous les, je sais plus, toutes les demi-heures ou 45 minutes pour appuyer dessus pour pas que vous soyez non plus complètement shooté par la péri. Donc j'attends, à écart, je me dis bon j'ai encore un peu mal, mais bon ça passe. J'appuie pas tout de suite, je finis par appuyer une fois, enfin j'appuie un peu de temps en temps. Et c'est vrai que la douleur à gauche,
elle part pas. Ça me fait comme un point de côté dans lequel on a, ça vous fait une douleur de règle intense juste à un point. Donc j'attends, je me dis bon c'est le temps que ça se dilue, etc. Quand on vient me demander à chaque fois, je dis bon bah j'ai encore mal là. Donc elles appuyaient pour moi, elles voyaient ma tête que j'avais mal, elles appuyaient pour moi. Donc on me mettait des doses, et moi je voulais continuer de sentir la contraction pour pouvoir bien pousser, mais je ne voulais plus avoir mal. Sauf que là, on me mettait des doses, je commençais à plus sentir mon côté droit, là où la péri fonctionnait. Donc je me disais, mais oh là là, ça s'annonce mal. Et en fait, mon copain m'avait mis Lego Master. Il était avec moi tout le long, même pendant la pause de la péridurale. Ils lui ont juste demandé de se mettre face à moi, mais il est resté tout le long. Et oui, la pause de la péridurale, parce que je passe ça comme si c'était... Alors, j'ai rien vu, j'ai pas vu la taille de l'aiguille, j'ai rien vu du tout. Ils le font pendant que vous avez vos contractions, mais ils sont à votre écoute. Donc c'est à vous de les prévenir quand vous avez une contraction. Et franchement... j'ai pas eu peur du tout, j'ai rien senti, ils ont anesthésié un petit peu, ça picotait un petit peu, mais franchement, enfin, n'ayez pas peur de ça. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Pourtant, j'ai une peur bleue des piqûres. Hein. Franchement, nickel. Ça s'est très très bien passé. Ils le mettent, on sent rien. C'est juste la position. De toute façon, vous êtes appuyé sur votre ventre. Hein. Vous avez un truc qui vous maintient devant. Donc voilà, c'est juste les douleurs qui fait que... Et après voilà, on vous remet, donc vous avez le cathéter qui remontait comme ça, parce qu'il est dans le dos, c'est mou, et après ça vous fait remonter le truc ici, enfin voilà, bon, bref. Donc ça n'agit toujours pas, et en fait pendant que je regardais Lego Master, dès que j'avais une contraction, le téléphone arrêtait de charger. Au début on n'avait pas fait attention, et en fait après mon copain me disait, en fait si dès que t'as une contraction, on ne capte plus. Donc je ne sais pas, je dégageais un truc, je ne sais pas ce qui se passait. J'ai fini par regarder le truc, et puis je leur disais, mais j'ai mal, ça se voyait sur ma tête. Mon copain me disait, mais ça se voyait, mais à quel point tu souffrais en fait. Et pourtant j'avais quand même la péri, hein. Ça a duré jusqu'à 20 h. Jusqu'au changement d'équipe. Entre temps, on me donnait des doses d'autres choses, donc je ne sais même plus ce que c'était, des doses d'autres choses qui me shootaient, mais qui ne m'enlevaient pas la douleur. Donc il y a eu un changement d'équipe, et finalement, le nouveau anesthésiste a dit à l'ancien, mais est-ce que tu as essayé de replacer la péri? Parce que la péri, en fait, on vous l'enfonce, on sait pas trop où ça va. Des fois, elle peut être un peu plus à gauche, un peu plus à droite, donc vous sentez un peu plus d'un côté ou pas, ou elle pourrait être trop enfoncée ou pas, donc il faut leur dire à chaque fois. Parce qu'ils peuvent la replacer, ou s'il faut, la reposer. Sauf qu'à un moment donné, quand vous approchez trop quand ça fait trop longtemps que vous êtes en travail et que vous approchez vraiment du moment où vous êtes dilaté à 10 et tout, ils peuvent pas vous la reposer, c'est tant pis, c'est comme ça. Donc faut réagir en temps et en heure, mais quand on sait pas, on sait pas. Et les sages-femmes, elles voyaient que je souffrais, donc elles arrêtaient pas de lui dire, mais fais quelque chose, et il faisait rien. Moi j'y connais rien, je peux pas lui dire, bah si, il faudrait la replacer la péri. Donc c'est son collègue qui vient et qui dit, bah essaie de la replacer, donc ils m'ont replacé, ils ont retiré de 1 cm un petit peu, parce qu'ils vous l'enfoncent, je sais pas de combien, mais du coup elle était pas sortie. Et là, ça agit. Mais sauf qu'entre temps, il m'a redonné 2 doses de cheval. Je ne sentais plus mon bassin. Moi qui voulais tout sentir pour pouvoir pousser, je ne sentais plus mon bassin. Donc voilà, il fallait m'aider à me placer. Donc on m'a placé sur le côté pour aider le travail, parce qu'elle descendait, mais pas rapidement. Après c'est un premier bébé. Entre temps, j'avais appris que ma copine avait accouché, qu'elle allait bien, que le bébé allait bien. J'ai appris le prénom. Ils avaient trouvé un prénom. Voilà, entre temps j'ai eu des bonnes nouvelles qui sont tombées comme ça. Et en fait elle l'a annoncé sur un groupe où j'avais mes copines dedans. Et mes copines m'ont dit, bah et toi t'en es où? Moi je leur ai dit, ah moi toujours rien, bébé toujours dans le ventre. Ce qui était vrai, bébé toujours dans le ventre, mais j'étais allée à ma terre. Et je ne l'ai dit à personne, je voulais que personne ne soit au courant. Comme ça a été très long, je vous rappelle que j'ai commencé à avoir des contractions à 4 h du matin. Je voulais pas que les gens s'inquiètent, et je voulais pas être accro à mon téléphone, à dire tout va bien, là il se passe ci, là il se passe ça, pour que les gens ne stressent pas, ne s'angoissent pas. Il se serait passé quelque chose, un événement plus grave, j'aurais alerté au moins mes parents, on les aurait tenus au courant. Là, personne. Il y avait juste du coup ma copine qui venait d'accoucher, où je lui avais dit, bah écoute, moi je pars, là on vient de me poser la péri, et le parrain de ma fille, parce que on était censé aller le chercher à l'aéroport. Donc il a fallu dire qu'on pouvait pas. À 20 h, ils m'ont enfin bougé la péri, et là je me suis sentie mieux, puisque je ne sentais plus rien. J'ai fini même par m'endormir, pour tout vous dire, et quand la sage-femme est venue, elle m'a dit, vous êtes dilaté à 10, on va commencer une poussée. J'avais envie de dire, je crois pas, non. Je crois pas. Entre temps, j'ai la poche des os qui s'était rompue aussi. Enfin voilà, le travail était vraiment en train de commencer, mais je ne sentais plus rien. J'étais défoncée complètement. Je planais. Donc il me dit, si, là on va commencer à pousser. Ok, bah allez-y. Et donc le challenge, j'avais expliqué que moi, du coup, ma copine avait accouché, c'était de savoir est-ce qu'elles allaient naître le même jour ou pas. Donc on commence à essayer. Elle me dit non, mais écoutez, on a encore un peu de temps. Donc elle venait régulièrement, on tentait une poussée. Elle disait non, mais elle veut pas descendre. On attend, on attend. Et il a fallu pousser à un moment donné. Elle a dit, écoutez, quand vous êtes dilaté à 10, on peut attendre 2 heures, mais au bout de 2 heures, il faut vraiment pousser et sortir le bébé, parce que le bébé peut être en difficulté. Donc arrivé au bout des 2 heures, on a dit bah là vraiment faut y aller. Donc j'ai essayé de pousser, mais je ne sentais même plus les contractions. C'est elles qui ont dû me mettre mes jambes là où il fallait. Je sentais plus rien. Elle me mettait la main sur le ventre pour sentir les contractions, pour me dire bah poussez. Sauf que je poussais mais dans le vide. Je savais pas, je ne sentais rien. Donc ça vraiment c'est un truc. Cette expérience là m'en vient à dire que si un jour j'ai un deuxième bébé, je pense que j'ai envie de tenter sans la péri.
Parce que j'ai géré finalement mes contractions jusqu'à la fin. Le plus dur, c'était la fatigue. Vous êtes tellement épuisé qu'en fait, du coup, la douleur vous paraît encore plus intense parce que vous êtes fatigué. On verra quand ça se représentera. Pour l'instant, je m'occupe de ma fille. Et donc, ils finissent par me donner d'autres techniques, donc de tenir un drap et de pousser en même temps parce qu'elle descendait pas assez. Elle descendait de 1 mm par 1 mm, hein, mais ce qui est normal. Hein. Et en fait, à un moment donné, elle me dit, écoutez, là, votre fille, elle descend plus. Son cœur, il est pas tip top, parce qu'on se rappelle déjà qu'à 11h, il était pas tip top, mais sur le reste, ça allait. Donc là, ce que je vais faire, c'est appeler le médecin et on va voir ce qu'on fait. Donc le médecin est venu et elle a dit, bon bah écoutez, on va utiliser la ventouse et qu'on met sur la tête du bébé pour l'aider à sortir. Donc c'est ce qu'elle a mis en place. Je ne sentais rien, je sentais juste qu'on triturait, mais je ne sentais rien du tout, moi. Le papa était à côté, il me proposait des verres d'eau, il était là, il m'encourageait, il me tenait l'arrière de la tête, enfin voilà, et elles m'ont tout encouragé, elles étaient 3, elles m'encourageaient, c'est bien, continuez, machin, enfin franchement, topissime, vraiment, vraiment merci, merci à elle. Ils viennent avec la ventouse et donc ils aident à descendre, donc je ne sens encore une fois rien, et à un moment donné j'entends POC, tout le monde me regarde, allez on y retourne. Et en fait la ventouse a lâché, et donc ils ont dû la replacer, et à un moment donné elle m'a dit écoutez, là je vais vous demander de pousser, mais quand je vous dis stop, vous arrêtez. Et donc j'ai commencé à pousser, elle m'a dit stop, donc j'ai arrêté, elle m'a dit là la tête vient de sortir. Et oui, avant, j'oublie un détail important. Avant, elles ont dit, on voit des cheveux, là elle arrive, elle est vraiment dans le bassin, elle arrive, je vois des cheveux et ils sont clairs. Donc j'ai regardé mon copain, je lui ai dit, elle te ressemble. Mais encore une fois, j'étais défoncée, mais complètement défoncée. Je n'ai jamais rien fumé de ma vie, mais j'estime que ça doit, plus ou moins peut-être s'était fait, je ne sais pas. Ok, elle me dit, vous allez repousser une autre fois pour les épaules et je vous redis de nouveau, stop. Je pousse. Les épaules passent. D'un coup, bah voilà, on m'a posé le bébé sur mon ventre et moi je m'attendais, tout le monde a dit tu vas voir, c'est un moment magique, on pose ton bébé sur le ventre, c'est magique et tout. Moi je me suis dit bah c'est qui? Bonjour. Je lui ai dit hey, coucou toi. Et donc j'avais commencé à bouger un petit peu et tout. J'étais hey, coucou toi, coucou ma belle, et je commençais à la toucher un petit peu et tout. Je pense que mon copain trop lui il était pas bourré, il était pas défoncé, il était rien du tout, donc lui il a tout compris. Et donc d'un coup bah voilà, on avait le petit bébé qui était là. Alors il faut savoir que comme elle a eu la ventouse, ça peut faire très mal à la tête, donc en fait elle a commencé sa vie avec une dose de Doliprane. Et elle pleurait, mais parce qu'elle avait mal, et dès que le Doliprane a agi, ça allait. Elle m'a expliqué que par contre j'avais une déchirure, mais tu m'étonnes avec la ventouse, avec tout, et que je poussais dans le vide, le fait de pousser sans réellement savoir, on force un peu le muscle. Et pourtant j'avais fait des massages avant pour aider à ce que le muscle se détende le jour J et ne se déchire pas. J'ai eu 3 points de suture, mais vraiment apparemment on a mis 3 pour être sûr, mais que enfin vraiment j'ai une micro déchirure de rien du tout que je n'ai quasiment jamais senti. En fait j'ai plus senti le fait qu'il y avait des points et que ça resserrait la peau que réellement j'ai pas eu de douleur derrière. Et donc après on reste en salle de naissance, donc elle fait du pot à pot avec son papa, puis finalement elle vient refaire du pot à pot avec moi. J'ai pas fait la tétée d'accueil. J'ai pas fait la tétée d'accueil à ce moment-là, mais donc on a attendu 2 heures à peu près parce qu'ils vérifient que vous n'ayez pas de saignement, que vous fassiez pas d'hémorragie, de descente d'organes, de quoi que ce soit. Et donc elles sont revenues me voir, elles m'ont aidé à me rhabiller et on est monté en chambre. Le papa avait tout signé pour rester dormir avec moi, donc on monte en chambre. Donc j'ai accouché à 1h06 du matin. À 1h près, elle naissait le même jour que sa copine. On est remonté en chambre, je crois, il devait être peut-être 4-5 heures du matin. 5 heures, je crois 5 heures du matin. J'avais pas mangé moi depuis, j'avais pas mangé. Il nous a ramené une compote, des trucs, c'est le seul truc qui leur restait la nuit quoi. Pour qu'on ait un petit truc à manger. Et moi de toute façon j'avais prévu mon petit sac de survie pour le papa où j'avais mis plein de choses dedans, donc on avait quand même quelques petits trucs pour manger. Et lui il avait pu aller s'acheter quelque chose avant à la cafette ou un Uber Eats, je sais plus ce qu'il avait fait. Mais en tout cas il avait pu manger avant que j'accouche. Donc on se retrouve là d'un coup avec son bébé, enfin tout est bizarre parce que comme j'étais complètement défoncée, tout était, je sais pas, j'étais mélangée entre j'ai mon bébé qui est là et en même temps je comprends pas ce qui se passe. Et donc je lui demande à faire la tétée d'accueil et en fait elle ne boit pas. Et c'est là où je vais rentrer dans un truc qui m'a bien énervée. Elle ne buvait pas. Et on m'a dit mais elle avalait des glaires pendant l'accouchement, donc vous inquiétez pas, c'est parce que son estomac, ils sont tout petits au début, son estomac est trop petit. Elle a pas pu bien manger, donc vous inquiétez pas, enfin elle a avalé des glaires et en fait du coup ça remplit son estomac, donc elle n'a pas faim. Ok, on m'aide pas trop à la mettre, enfin quand on n'a jamais allaité, c'est pas inné d'allaiter, faut bien la positionner, même si on a eu des cours théoriques 3 mois avant, je me souvenais pas, et là d'un coup c'est plus une poupée, c'est un bébé, et puis chaque sein est différent, enfin voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu, et puis on m'a dit bah elle veut pas, bon d'accord, ok, et après on m'a dit bah si vous voulez mettre en place l'allaitement, dès que vous sentez qu'elle fait des... vous la mettez au sein, dès qu'elle est éveillée, voilà, donc vraiment pour faire le truc. Donc je faisais comme je pouvais, mais enfin, j'étais pas accompagnée, j'étais fatiguée, donc j'ai essayé, mais en fait elle tétait rien du tout, j'étais même pas sûre qu'elle tétait bien. Et comme elle avait du mal à prendre le sein, on m'a apporté tout de suite des petits bouts de sein en silicone pour aider. Donc des petits bouts de sein en silicone, c'est comme si vous mettiez un petit peu une tétine de biberon si vous voulez, j'exagère, mais c'est une aide pour que l'enfant puisse prendre le sein. Donc ça, ils me l'ont tout de suite donné parce que le colostrum c'est quelque chose, c'est ce que vous avez avant le lait, c'est quelque chose qui est assez épais, donc en plus il faut réussir à le faire monter. Donc voilà, bon, bref. Et en fait,
On vous dit dors quand bébé dort, mais en fait vous avez les sages-femmes qui viennent pour savoir comment va le bébé. Ensuite vous avez l'infirmière qui vient prendre votre tension. Ensuite on vient vérifier vos saignements. On vient et en fait c'est toutes les demi-heures, vous avez quelqu'un qui vient, donc c'est impossible de dormir. Et entre temps vous essayez de mettre votre bébé au sein. Donc franchement c'était compliqué, donc voilà. Le lendemain on envoie les messages à tout le monde, voilà, on annonce ah t'as accouché, mais je savais pas que t'étais à la mater, machin. Bah non, je voulais l'annoncer à personne, donc là tout s'est bien passé, donc tout le monde est content. Et moi j'avais interdit les visites à la mater. Je voulais personne à la mater parce que je ne savais pas comment j'allais vivre mon accouchement, je ne savais pas ce qui m'attendait après. Et en fait, je ne me doutais pas qu'il y avait déjà assez de monde de l'hôpital qui vient vous voir tout le temps. Si en plus il y a les visites, je dors quand, je me repose quand. Donc j'ai très peu dormi à la mater parce que justement pour essayer de mettre en place l'allaitement, parce que dès 4 h du matin on vient pour votre bébé pour la jaunisse, parce qu'il y a les prises de sang à faire, parce que franchement la mater, moi voilà. J'appelais régulièrement pour qu'on m'aide à la mettre au sein, sauf qu'elles sont pas formées clairement, donc il y a certaines qui vous aident et puis on me triturait les seins dans tous les sens, donc j'ai fini par avoir des crevasses sans jamais que ma fille soit au sein. C'était elle, à force de m'appuyer sur les seins pour voir s'il y avait du colostrum qui sortait. Et alors apprenez qu'on est plus pudique, hein. À force on est à poil tout le temps, hein. On vient vérifier vos saignements, on triture vos seins, machin, là vous êtes plus pudique du tout, hein. Donc j'essayais, puis elle prenait pas, et c'est normal qu'un bébé perde de son poids au début. On peut aller jusqu'à 10% de son poids de naissance. Si elle perd plus, c'est problématique. Ma fille a perdu plus. Mais en même temps, elle ne buvait jamais, vu que je n'arrivais pas à la mettre au sein et qu'on m'aidait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un m'explique comment la mettre, donc en position de ballon de rugby, donc c'est en faisant venir par en dessous et en lui mettant le sein par au-dessus en fait, si vous voulez. Et là, elle arrivait mieux à boire. Donc là, j'ai commencé à mettre en place et en fait, le problème c'est qu'elle avait déjà perdu trop de poids parce que soi-disant elle était glaireuse et qu'elle n'avait pas besoin, son estomac était plein donc elle n'avait pas besoin de manger. J'aurais dû la stimuler plus, voilà, et on me disait et le problème c'est qu'elle commençait à rentrer un peu dans un mode économie d'énergie, c'est-à-dire ça me fatigue de téter. Donc je dors, mais comme je dors, je tète pas et je reprends pas des énergies. Donc on rentre dans un cercle vicieux de elle est trop fatiguée pour téter, donc elle préfère dormir, mais plus elle dort, plus elle est faible, donc moins elle peut téter. Donc c'était compliqué, donc on me disait pour la stimuler, il faut que vous la déshabillez à chaque fois, la mettre en body, lui mettre le sein, la rhabiller, la remettre dans sa turbulette, la recoucher. C'était compliqué et en fait on est arrivé, un jour on m'a posé des biberons et on m'a dit faut la complémenter, elle a perdu trop de poids. Mais vous m'auriez aidé depuis le début à la mettre au sein en fait. Peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être que si, mais peut-être qu'on n'en serait pas là. Je galérais et en fait on n'arrêtait pas de me dire elle est glaireuse, elle a pas faim, alors qu'en fait si, elle crevait la dalle quoi. Et comme elle pleurait, on me disait mais non mais elle revit son accouchement ou machin, on m'a sorti plein de trucs sur le fait qu'elle pleurait. Non en fait elle avait faim. Donc voilà, donc j'ai dû lui donner des... On m'a dit vous le sentez comment? J'ai dit en fait je le prends très mal mais je veux que ma fille elle mange quoi. Donc on finalement nous a décalé notre sortie, enfin bon... Et donc elle a commencé à prendre des compléments, donc elle a repris du poids, donc j'ai pu la remettre au sein, j'ai eu ma montée de lait, voilà, tout a bien commencé. Et finalement on nous a lâché un dimanche dans la nature, avec la petite qui était habituée à des compléments, moi qui produisais quand même pas encore assez de lait pour elle. Bye bye. J'ai dit ah non en fait, vous me donnez des compléments. Là on est dimanche, je cours pas la pharmacie de garde après 4 jours où j'ai pas dormi, je viens d'accoucher, on rentre chez nous. Non. Donc ils m'ont donné des compléments, ils ont été gentils. Et après à la maison, je la mettais au sein plus et tout, voilà. Mais... j'avais très envie d'allaiter, c'était vraiment un projet, moi je voulais allaiter, sauf qu'en fait c'est du non-stop au début. Et ça j'avais beaucoup de mal parce que je dormais pas, j'étais fatiguée, parce qu'avec le papa on avait un peu du mal à trouver chacun notre rôle et en fait je faisais beaucoup au début je trouve et lui ça m'énervait que lui sa vie elle continue, qu'il sorte voir ses potes, qu'il puisse aller boire un verre quand il voulait, qu'il puisse prendre une douche quand il voulait, qu'il puisse faire pipi quand il voulait, qu'il pouvait jouer à son téléphone, il pouvait regarder des films, il pouvait faire tout ça encore. Alors que moi j'étais là avec ma fille à essayer de l'allaiter, accrochée au sein, j'avais mal au sein, j'avais quand même des points de suture, toujours mes saignements, je savais pas quand je pouvais prendre ma douche parce qu'elle hurlait, parce qu'elle avait faim, c'était compliqué et ça vraiment, le fait que le papa continue sa vie, il s'en occupait hein, mais le fait que sa vie continue plus facilement que la nôtre, ça j'ai eu du mal. Et en plus au début elle dormait pas dans son lit. Je m'endormais avec elle dans les bras et quand je voulais la reposer dans son lit, c'était le moment où elle se réveillait pour me redemander le sein. Enfin voilà, bon bref, elle a réussi à reprendre du poids. Juste avec l'allaitement, j'ai réussi à enlever les compléments. Enfin voilà, vraiment c'était top. Ça a duré 20 jours. En fait, au bout de 20 jours, je suis allée voir la sage-femme et je lui disais ah bah c'est cool, elle franchement, elle fait quasiment ses nuits, machin, j'étais trop contente. Elle m'a dit bon l'allaitement c'est comment, enfin voilà, donc j'expliquais un petit peu. Et elle met le doigt dans la bouche de ma fille qui commence à faire... Elle dit là en fait votre fille elle a faim. Et elle se mettait à hurler, parce que j'avais un bébé qui hurlait beaucoup. Je dis, en fait, elle dort, mais elle hurle beaucoup quand elle est éveillée. Elle m'a dit, mais là, en fait, votre fille, juste, elle a faim. Là, elle m'a dit, vous rentrez chez vous et vous lui faites un biberon. Parce que ça va pas. J'ai senti une telle urgence
je suis rentrée en pleurs, j'ai appelé ma mère, j'ai fait le biberon et en fait elle a défoncé le biberon. Elle m'a dit vous lui faites un 60, mais elle était prête à manger un 110 en fait tellement elle avait faim. Donc je l'ai régulé, je lui donnais régulièrement mais je l'ai régulé parce qu'il fallait pas non plus qu'elle se mette à vomir. Et en fait en allant chez le médecin on a découvert qu'elle avait donc du reflux et une œsophagite, donc l'œsophage en feu. Donc elle hurlait parce qu'elle avait mal et parce qu'elle avait faim. Et là c'est très dur. C'est très dur parce qu'on a l'impression de ne pas avoir vu les choses, on a l'impression que en fait j'ai laissé mon enfant mourir de faim. Enfin j'exagère mais c'est compliqué, plus la fatigue, plus plein de choses, donc c'était très compliqué et j'ai décidé d'arrêter l'allaitement au sein parce que c'était douloureux aussi. Moi j'avais eu une candidose, donc en fait j'avais un petit champignon sur le sein, donc une douleur intense quand elle tétait, l'impression qu'il y avait des lames de rasoir qui passaient et elle ça lui a provoqué du muguet dans la bouche. Donc traitement, etc. Et je me suis dit, ok, on fait le biberon, au moins je sais combien elle boit. Donc, elle va avoir le biberon. De toute façon, elle avait déjà eu du complément de lait artificiel à la mater, donc je vais racheter le même. Et donc j'alternais et j'ai réussi à faire du tir-allaitement, donc c'est-à-dire allaiter toujours avec mon lait, mais en tirant mon lait. Donc j'ai investi dans un tire-lait nomade, que je pouvais mettre dans mon soutien-gorge, comme ça je pouvais donner le biberon en même temps et j'ai réussi à booster comme ça. Il y a des techniques pour booster sa lactation sur 1 heure, faire des tirages, etc. Donc j'ai fait ça et j'ai réussi à monter ma lactation et à un moment donné, je tirais dans la journée assez pour lui donner. Donc ça franchement, je me suis donné, c'était... Mais en fait, on n'a pas d'accompagnement ou très peu. Et les gens sont pas formés à la mater pour vous expliquer alors que c'est le moment clé. Il devrait y avoir des conseillères en lactation dans toutes les maternités. Les cours que vous avez avant, oui. Mais en fait, le problème, c'est que vous oubliez entre-temps. Et prendre des notes, c'est pas pareil que le vivre vraiment. Donc on devrait avoir des conseillères en lactation dans les maters. J'ai pris rendez-vous avec une conseillère en lactation après coup. Voilà, j'ai pas adhéré et de toute façon, elle était déjà en phase où elle perdait du poids. Donc j'ai continué comme ça, mais j'avoue que ça, c'est vraiment le truc qui m'a... Ouais, c'était compliqué ça, c'était compliqué, j'ai été déçue de ne pas avoir réussi à mettre en place l'allaitement plus que ça, enfin voilà, ça avait été très compliqué pour moi là-dessus. Je l'ai mal vécu et en fait, en plus on est fatigué, enfin franchement les premiers mois étaient compliqués parce qu'elle pleurait beaucoup mais parce qu'elle avait mal, donc on lui a donné finalement un traitement qui a fait que ça a traité l'œsophagite, où ça allait beaucoup mieux, elle commençait à faire des délires, voilà, ça allait mieux mais il y avait encore des choses qui étaient compliquées, notamment moi, ma place. Alors les pluches, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'il s'avère que j'ai tourné plus de 2 heures de rush et que clairement si je vous mettais la vidéo comme ça serait indigeste pour vous je pense. Donc autant garder un petit peu de suspense pour la suite de cette vidéo qui va arriver très vite. Je vous remercie d'être resté jusque là. Moi je vous dis que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de mon récit.